Bonjour Guillaume, Bonjour Thomas. bienvenue dans le podcast Investir Simple. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir parce qu'on se connaît depuis quelques temps maintenant. Alors on se connaît virtuellement, mais on se connaît depuis quelques temps et ça fait longtemps qu'on parle de ton passage potentiel sur le podcast. Et ce jour est arrivé, donc je suis très content de t'accueillir. Donc tu es Guillaume Angot, je vais te laisser bien sûr te présenter en détail, mais la raison pour laquelle tu viens aujourd'hui, c'est un petit peu dans le cadre voilà, d'une série récurrente que je fais sur le podcast où j'explique, enfin, où l'invité explique comment il est devenu libre financièrement, que tu nous racontes voilà, bah, ton parcours en détail de A à Z, comment tu as fait, parce que c'est quand même ça, je pense, qui intéresse le plus les auditeurs. Et puis tu vois, on va aussi parler bien sûr de ta vie aujourd'hui et comment tu vis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement sur, dire sur le global avant qu'on redétaille chronologiquement ton parcours? Oui, bien sûr. Bah, déjà, juste commencer par dire que moi aussi, je suis très content d'être là. Donc, merci à toi. Effectivement, je m'appelle Guillaume, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et j'ai atteint l'indépendance financière à 34 ans, principalement grâce à l'immobilier. Mais je suis un geek de l'investissement, donc je suis un touche-à-tout. Et donc, évidemment, j'ai aussi de la bourse et plein d'autres choses dont on pourra parler. Euh, Mmh. voilà. Après, je peux évidemment en dire plus, mais je te laisse rebondir éventuellement. Ouais, pas de souci, on va, bah, je te propose qu'on parte du début finalement de ton parcours. Toi aujourd'hui, tu avant même que tu t'intéresses à l'investissement, enfin, déjà quelle éducation financière tu as eue, tu vois, par tes parents? Est-ce que tu fais partie d'une famille, je sais pas moi, d'entrepreneurs, d'investisseurs? Ou est-ce que c'est toi, on va dire, qui a mis le pied à l'étrier tout seul déjà? Enfin, quel type d'éducation financière tu as reçu, là-dessus? Ouais, je pense que j'ai reçu l'éducation financière moyenne du français, c'est-à-dire rien, rien de particulier. Euh, C'est-à-dire mets et sur ton livret A et achète ta résidence principale, c'est ça? oui, voilà, enfin vraiment, c'est rien quoi. C'est vraiment, bah, tu regardes comment font Mmh. les autres à côté et tu te dis, bon, ah, ça a l'air plus intéressant que c'est tel truc. Mais pas de directive particulière. Donc bon, on est tous voilà, dans ce monde de l'éducation financière maintenant et donc on essaie de prôner ça et donc c'est hyper important. Euh, Parce que bah, de fait, voilà, après il y a plein de Français qui se retrouvent complètement perdus. Mais du coup, moi, effectivement, voilà, rien de particulier. J'avais pas des parents entrepreneurs. J'ai vécu une enfance très heureuse et tout, donc voilà, on n'était pas du tout à plaindre. Mais pas de notion particulière. Alors voilà, mon père avait ouvert une assurance vie, boursicoté un peu, mais c'était vraiment justement, j'utilise consciemment le terme de boursicoté. Mais voilà, du coup, n'a jamais eu vraiment de succès sur cette activité-là, en tout cas. Et Mmh. donc, c'est moi, en fait. C'est moi, effectivement, moi, toujours passionné, en fait, depuis tout petit, passionné par les chiffres, l'optimisation aussi, essayer de faire le plus possible avec le moins de ressources possible, on va dire, ou de tirer le meilleur parti voilà, des ressources qu'on a. Mmh. Et donc voilà, au début, c'était vraiment juste des calculs, des choses comme ça. Côté argent, je mettais de côté parce que je suis pas d'un naturel à vouloir consommer énormément. Donc voilà, je thésaurisais, mais sans idée préconçue derrière sur l'utilisation que j'en ferais. Et c'est petit à petit ensuite que mon intérêt, ma curiosité, c'est vraiment focus ouais, sur l'investissement, sur le côté argent, quoi. OK. Et du coup, après, toi, tu as fait, avant d'être libre financièrement, j'imagine que tu as travaillé. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant, bah, avant d'arrêter de travailler finalement, avant Ouais. tes 34 ans? Par quoi tu es passé? Salarié, entrepreneur, un peu les 2. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, donc voilà, du coup, autour de moi, il n'y avait pas vraiment pas d'entrepreneur, hein. Par exemple, ma mère, elle a fait sa carrière toute sa vie dans la même boîte et tout. Euh, donc des choses qui se font plus trop aujourd'hui. Mais, euh, mais donc moi, j'ai fait des très longues études. Donc j'ai fait 10 ans d'études et j'ai fait 6 ans de salariat. Et Ah ensuite, ouais, ensuite j'ai tu as fait dit quoi comme ciao, études bye pour durer bye. 10 ans? Docteur? Tu étais dans la médecine? Alors, j'ai docteur, mais pas en médecine, docteur en physique. Donc j'ai fait une thèse en fait. J'ai fait une thèse OK. simplement. Donc ouais, tu fais la prépa, l'école et derrière la thèse. Et en fait, ça a fait 10 ans. Euh, Mmh. donc voilà, un profil très scientifique, très matheux, comme je disais.
Et donc j'ai poussé le bouchon assez loin, voilà, jusqu'à faire une thèse. Et ensuite, j'étais ingénieur-chercheur chez EDF. J'ai connu qu'une seule boîte, un seul poste euh, pendant Ok. 6 ans. Et Bah, tu vois, finalement, comme tes parents, à part la retraite anticipée, mais voilà, c'est ça. finalement, t'as suivi le parcours de ta mère inconsciemment, Ouais, peut-être, on peut faire ce parallèle en en tout cas. terminant plus tôt. Voilà, oui, tout à fait. Ok, donc du coup, plutôt dans l'ingénierie, la physique. Alors, c'est marrant parce que tu vois, moi, je viens du monde de l'ingénierie et je me rends compte que plein de créateurs de contenu viennent pas forcément, tu vois, du monde de la finance. Et je sais pas, c'est parce qu'on est à l'aise avec les maths ou les chiffres ou quoi, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui viennent du monde scientifique et qui basculent dans la finance. Tu vois, je trouve que c'est assez amusant. Ouais, c'est des profils. Ok. C'est des profils. Tu sais, il y a les 4 lettres. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais on se retrouve pas mal. Tout- voilà, enfin, il y a un certain caractère, effectivement, un peu des. Quand je disais geek de l'investissement, c'était pas innocent non plus. Il y a pas mal de Hmm, personnes, effectivement, qui sont branchées investissement, optimisation et, euh, hmm. et qui, voilà, qui se retrouvent dans ce caractère-là, ouais, en effet. Ouais, et il y en a plein, je sais qu'il y en a plein de mon audience aussi qui sont comme toi et moi, enfin qui ont été comme toi et moi, pardon, ingénieurs et qui se mettent à fond dans l'investissement et qui veulent aussi en faire leur métier. Je trouve ça assez amusant. Ok, donc du coup, salarié EDF, hein, en tant que chercheur, et j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as commencé à investir. À partir de quelle année ou quel âge tu as commencé à te dire, ok, il faut que j'investisse pour être libre financièrement? Ou alors, attends, je vais te poser la question différemment. Est-ce que quand tu as commencé à investir, tu avais déjà cet objectif de liberté financière? Ou c'est venu après sur le tard quand tu as commencé à voir que bah, du coup, finalement, tu avais du patrimoine et que c'était possible? Oui, c'est vraiment venu plutôt tard dans le parcours, dans le sens où, voilà, comme je te disais au début, je mettais de côté vraiment sans idée derrière, en me disant juste, ben, ça me servira peut-être un jour, en tout cas, c'est une sécurité. Et puis finalement, même au quotidien, je préférais cette action de mettre de côté plutôt que de consommer. Ça me donnait Mhm. d'endorphine, ou je sais pas quelle hormone, mais voilà, je préférais. Donc je mettais de côté, je mettais de côté. On voyait les chiffres grossir, donc ça aussi c'est plaisant, etc. Mais aucune idée de ce que j'allais en faire derrière. Et, euh, et après, vraiment, je suis un peu monté en gamme en termes de connaissances aussi dans l'investissement, etc. Et clairement, ce qui m'a fait passer un cap, c'est l'immobilier, que j'ai découvert sur le tard Mhm. aussi, hein, ça fait partie des erreurs. Parce qu'avant l'immobilier, alors je te coupe un Ouais. petit peu, mais juste avant l'immobilier, du coup, quand tu disais que tu mettais de côté, tu épargnais sans vraiment investir. Quand tu parles d'épargner, c'était vraiment sur des placements sécurisés ou tu épargnais déjà dans des placements en bourse et compagnie? Ouais, alors au tout début, c'était effectivement de l'épargne tranquille, mais en fait, j'ai ouvert ma première assurance vie, donc mes premiers placements en bourse en 2006. Donc ça remonte quand même un peu Ok, ah ouais, donc ça remonte. Ouais. quand j'avais 20 ans, quoi, en fait. Et Donc tu as connu la crise de 2008 alors. Tu fais voilà, tout à partie des fait. rares qui l'ont connu. Ça a été un premier apprentissage très intéressant, parce que du coup, effectivement, vraiment, je l'ai bien connu. Et ça m'a, au début, enfin, pareil, j'ai fait une erreur derrière, parce que l'apprentissage, ça a mis un peu de temps à venir, parce que au début, je me suis dit, ah bah c'est bon, je suis vacciné, maintenant je vais plus en faire et tout. Et donc, j'ai mis 3, 4, 5 ans avant de revenir sur les marchés. Et donc, j'ai perdu énormément de remontée, enfin la Hmm. remontée, quoi. Ouais, Euh, t'as perdu le rebond, quoi. voilà, j'ai perdu le rebond. Mais voilà, c'est vraiment l'immobilier qui m'a fait passer un cap. Et cette notion de FIRE, donc l'indépendance financière, prendre une retraite anticipée, m'est venue plus tard. Moi, j'ai connu ça au milieu des années 2010. Et au début, je me disais, waouh, c'est Mhm. fou et tout ce truc. Mais je le voyais, enfin, ça m'attirait, mais pour moi, ça me paraissait tellement éloigné que je pensais même pas que ce soit atteignable ou quoi que ce soit pour moi. Et, euh, et en fait, avec l'immobilier, effectivement, c'est vraiment un accélérateur patrimonial. Et, Hmm. et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah mais en fait, peut-être que ça pourrait être pour moi. Au début, j'avais fait des plans pour une indépendance financière C'est possible. en 2035-2040, et finalement, voilà, ouais, c'était beaucoup plus tôt, quoi. Ok. Et donc du coup, tu as commencé l'IMO en quelle année? Et donc l'immobilier, donc j'ai acheté, mais au début, ma résidence principale, vraiment en mode, bah, comme tu disais, livret A, résidence Hmm. principale. Donc voilà, sans connaissance, juste en mode classique, j'ai acheté ma résidence principale fin 2015. Et c'est seulement en Mhm. 2018 que j'ai vraiment connecté, que j'ai fait, ah, en fait, l'investissement immobilier, ça peut être intéressant, etc., que j'ai compris comment fonctionnaient les choses. Et la notion d'effet de levier, hein, après, des choses finalement, qui sont toutes Mhm. simples, hein, mais que j'avais vraiment écarté d'un revers de la main. Euh,
de manière, enfin, en 10 minutes, j'ai vu quelques courbes de Frigit, là, les courbes qui montrent que l'immobilier est soi-disant Mmh. haut et tout. Et je me suis dit, ah, bah, c'est une bulle, j'y vais pas. Et donc, en 10 minutes, j'avais écarté d'un revers de main tout un pan de l'investissement qui finalement est hyper puissant. Et donc, c'est seulement en 2018, bref, que j'y suis retourné en mode vraiment investisseur et que j'ai un peu enchaîné les lots, les investissements. OK. Est-ce que, bah, du coup, moi, ce qui va m'intéresser, ce que je pense intéresser aux auditeurs, c'est qu'on se focus un peu sur cette partie parce que, alors tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que c'est quand même ça qui t'a fait faire des grandes marches en avant pour atteindre l'indépendance financière. Hem, par quoi tu as commencé? Du coup, tu commences en 2018. Tu commences par quoi? Tu commences par un studio, un T2, une coloc? Enfin, quel a été ton premier projet, par exemple? Ouais. Alors, juste en préambule, moi, j'ai tendance à dire que les deux leviers que j'ai utilisés, c'est l'épargne et l'emprunt. Donc, j'ai beaucoup épargné et j'ai beaucoup emprunté. Mais voilà, la Mmh. notion d'épargne et le fait que je me suis constitué petit à petit un petit trésor de cash, c'est quand même très utile. C'est utile aussi à l'immobilier, en fait, les deux se nourrissent. Et puis c'est utile Mmh. justement bah, tout simplement à faire grossir sa boule de neige. Mais c'est pas que de l'immobilier et du crédit à 110%. Voilà, le fait que je me sois constitué du cash auparavant, ça a quand même été très utile. Et donc pour te répondre, le premier invest en mode vraiment invest, c'était un T2. Donc moi j'habitais en Île-de-France, j'ai habité en Île-de-France pendant 34 ans en fait. Et j'ai déménagé OK. à peu près au même moment où je suis devenu rentier. Euh, OK. mais donc tous mes invests en fait sont en Île-de-France. Et donc là c'était un T2 qu'on a loué en meublé avec mon frère parce que donc j'ai fait une grande partie de mes investissements avec mon frère en nom propre, si j'anticipe les questions éventuelles. Mmh. Et donc un T2, voilà, il y avait une histoire un peu particulière parce que c'était c'était pas un squat, mais c'était comment dire, enfin c'était plus ou moins un marchand de sommeil. Euh, donc voilà, T2 par définition, il y a que deux pièces, donc normalement il y a qu'une chambre, donc au maximum peut-être il y a deux personnes, ou éventuellement un jeune couple avec un petit enfant, Mmh. mais voilà déjà ça commence à être serré. Là en l'occurrence il y avait plutôt 4 ou 5 adultes, je pense, qui dormaient dans le Ah ouais. truc. Il y avait les rideaux qui étaient constamment tirés, c'était fermé. Il y avait les odeurs qui allaient avec. Enfin, il y avait un peu de tout, quoi. Et tout ça, en fait, dans Et tu une. l'as acheté loué? Alors, non, 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 non. On a bien exigé que ce soit vide d'habitation, comme on dit, le jour de l'acte authentique. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'était pas gagné. Enfin, justement, on a insisté dessus parce que. Et je pense que concrètement, je pense que les mecs ont été virés quasiment le jour de la vente, quoi. Euh, Ah ouais. donc derrière, c'est des histoires qui sont assez incroyables. Mais, euh, mais du coup, l'avantage, donc c'était un bien off. Enfin, j'ai commencé en fait par un truc assez fou avec le recul. C'était un bien off market. Le gars, Mmh. l'agent IMO, au moment d'ouvrir la porte, il me dit ah, je vous préviens, vous allez voir, c'est un peu spécial et tout. Et en fait, effectivement, dès qu'il ouvre la porte, déjà, il y avait juste l'odeur, quoi. Tu te dis ah oui, il y a un truc. Alors que c'est dans une copro qui, par ailleurs, sinon, est tout à fait correcte, Eh quoi. bien. Donc, c'était vraiment surprenant. Et ou genre, au moment d'entrer dans la chambre pour la visiter, il y a la porte qui bute sur quelque chose. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas quelque chose, c'était la tête d'un mec qui était en train de dormir. Ah ouais. Et D'accord. donc, c'était vraiment une visite particulière, quoi. Et, euh, et donc, off-market, et donc avec énormément de travaux, comme tu peux t'imaginer. Enfin, on a tout refait du sol au Mmh. plafond. Avec du risque aussi finalement, parce que si le truc il est squatté, tu te dis, bah, est-ce qu'ils vont pas revenir, machin? Enfin, c'est que tu as quand même ce risque-là quoi, qui est pas simple à gérer quoi. Ouais, tout à fait. Alors voilà, donc c'était pas un pur squat, il y avait quand même il y avait un gars qui louait Qui louait ça qui louait quoi. en mode vraiment taudis, quoi. Mais et j'imagine, je sais pas, mais tu vois, c'est vraiment typiquement, bon, j'imagine que c'était pas déclaré. Enfin voilà. Euh, Mmh. mais bon, a priori, on avait convenu que ce serait vite d'occupation. On a fait la visite le jour juste avant la signature, évidemment. Et on Mmh. a vérifié que c'était OK, quoi. Et clairement, c'est parce OK. que je m'étais formé auparavant, que j'avais engrangé les podcasts déjà à l'époque, les quelques vidéos YouTube et tout, enfin tout le contenu qu'il y avait dessus, j'en avais mangé pendant quelques mois de manière intense, que j'ai osé me lancer dans un premier invest Mmh. de cette qualité-là, on va dire. Et du coup, c'était quoi un petit peu les chiffres? Est-ce que tu avais du cash flow positif? Est-ce que tu Mm. étais comment là-dessus sur ce premier bien?
Oui, oui, on était déjà en cash flow positif parce qu'on a bien optimisé les travaux aussi. Bon, du coup, l'acquisition, forcément, bon, on a négocié un peu aussi parce qu'en fonction de. Enfin, Ah oui. je pense on est peut-être quasiment les seules personnes à avoir fait une offre. Peut-être même les seuls à avoir visité, tu vois. Enfin, c'était vraiment, on a bénéficié aussi de cet aspect-là, là, c'est Mhm. l'aspect off-market. Donc, en gros, on l'a acheté 191 700 de mémoire. On Mhm. est à Paris, enfin, on est en Île-de-France, hein, donc c'est pour ça que c'est quand même. C'était 50 mètres carrés, un balcon, un parking, donc c'était pas le tout petit T2 non plus. Mhm. Et ouais, on l'a loué en meublé et effectivement, on avait du cash flow dès le départ. Euh, Ok. voilà. Trop bien. Pour un truc en région parisienne. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, ouais. Après, ouais, encore une fois, tu as pris aussi un risque que pas mal n'étaient pas prêts à prendre au vu de, voilà, au vu de l'état du bien, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, c'était une belle opportunité Hmm. et je l'ai senti encore une fois, je l'ai compris grâce à la petite Ouais. auto-formation intense que je m'étais Ouais, est-ce que tu t'es infligée nourri sur. les quelques mois auparavant. Et du coup, Et- ça nous a mis un niveau, en fait, une exigence. On se dit, bon, bah, ça, c'était le premier invest. Maintenant, ensuite, il faut faire au moins aussi bien, quoi. Mais on voulait rester en Hmm. Ile-de-France parce que, enfin, tous les deux, on était assez pris. Enfin, surtout mon frère, il était encore plus pris que moi et tout. Et donc, moi, je commençais à fonder une famille, à mon enfant qui allait arriver et tout, mon premier enfant. Donc, on voulait rester en Ile-de-France et on se disait, bah voilà, on veut vraiment du cash flow et tout. Et donc, en 2019, on a enchaîné les visites pour trouver un deuxième invest qui soit aussi bien, quoi. D'accord. Et t'es parti sur cette même typologie de bien, toujours T2, ou t'as essayé autre chose? Non, ensuite, effectivement, du coup, on s'est rendu compte quand même que là, c'était un peu atypique ce qu'on avait trouvé que voilà, on a basculé sur de la colocation pour vraiment satisfaire nos exigences de rendement et de localisation. Ok, toujours en Île-de-France aussi? Donc en Ile-de-France, ouais, tout à fait. Ok. Alors moi j'ai une question qui peut paraître bête, mais que je te pose parce que il y en a beaucoup Vas-y peut-être Thomas, il qui n'y se a pas de retrouvent questions dans ça bêtes. dans l'audience. Et je te dis ça parce que moi je suis le premier à dire que l'immobilier c'est génial et c'est même la meilleure façon pour devenir libre financièrement quand tu pars de zéro. Mais par contre, tu vois, tu le sais, je pense, je sais pas toi que je l'apprends, c'est que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et ben, je vois très bien de quoi. Enfin, ça me rappelle ce que je vis en ce moment, vu que, encore, comme je te dis, ce matin, moi, j'étais sur mon chantier. Bref, ça prend énormément de temps, même si je délègue 95% des travaux. Bref, ça prend énormément de temps. Je me dis, tu venais de fonder une famille, tu avais un travail, et où tu trouves le temps, tu vois, pour, euh, Ouais. pour faire ça, en fait, tu vois. Enfin, je suis vraiment curieux de comprendre, parce que, encore une fois, moi, je l'ai fait aussi, avec deux enfants et tout, je le fais. Mais vraiment, moi, je suis sur les rotules quoi, en ce moment, tu vois. Et moi, je sais qu'après le projet qu'on fait, moi, je sais que pendant 3 ans, je ferai plus rien. Parce que, en fait, je suis lessivé et je suis curieux de voir comment toi, tu as trouvé le temps, en fait. Mhm. Tu habites à Paris, tu fondes une famille, tu as un travail et tu gères des travaux et tu relances des projets. C'est quoi ton secret? Ouais, non, il n'y a pas il y a pas vraiment de secret. C'est effectivement, faut prioriser. Faut savoir ce qui est vraiment important pour toi et du coup prioriser. Moi, clairement, je pense quand même que une grosse différence, parce que tu fais un peu un parallèle entre nos deux situations, une grosse différence, c'est la charge de travail pour la partie travail. Moi, en tant qu'ingénieur-chercheur chez EDF, ils étaient très respectueux de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Donc quand même, enfin, on avait des bonnes conditions. Moi, j'arrivais à être efficace aussi Hmm. au travail, voilà, je pouvais aussi faire un peu une deuxième journée quelque part Ouais, sans trop me griller physiquement et mentalement. Et typiquement, bah, aller faire des visites aussi. J'étais Hmm. cadre, bien sûr, donc j'étais libre un peu de mon emploi du temps aussi, enfin, pas systématiquement, mais par moment. Et donc, je pouvais, voilà, sur midi, entre la pause de midi, aller faire des visites ou des choses comme ça. On était assez organisé évidemment. Enfin, déjà, dès le départ, avec mon frère, on a été assez organisé. Lui, il faisait les visites plutôt dans l'est de parisien et moi dans l'ouest. Enfin, parisien, je dis, mais c'est Île-de-France, hein. Hmm. Euh, Après, c'est vrai que dès que vous êtes deux aussi, forcément, tu sépares les tâches et ouais, ça allège aussi quand même la charge de travail et la charge mentale, quoi. tout à fait. Et puis surtout, un gros filtre au niveau des recherches. On se déplaçait pas pour rien parce que ce qui prend le plus de temps, c'est de se Hmm. déplacer. Et Les oui, recherches, enfin, tu peux toujours surtout à trouver Paris, ouais. voilà, des petits moments dans la journée pour faire tes recherches. Le soir aussi, bah voilà, entre passer 2 ou 3 heures sur son canapé à mater une série ou un film bah, juste te dire, bah, en fait, c'est pas ma priorité dans ma vie, je veux faire autre chose et tout. Mhm. Et voilà, tu priorises et du coup, tu trouves du temps. Euh, Ma famille, j'étais en train de la fonder, mais voilà, mon fils, il est arrivé en 2019, donc on a eu le temps de mettre des choses en place quand même auparavant. Euh, Avant, ouais.
voilà, il y a pas de baguette magique, mais voilà, ma journée aussi, elle fait que 24 heures, mais quand tu as des priorités, ben, tu trouves du temps et de l'énergie, parce Mhm. qu'on parle de temps, en fait, c'est l'énergie aussi. Hein, euh, Ouais, non, mais enfin, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, là, c'est vrai que là, tu me parles d'un moment où il n'y avait pas encore ton fils et tout. Et j'entends l'argument de bah, quand tu étais salarié, enfin, peut-être j'exagère un peu en disant ça, mais c'était un salarié plutôt tranquille, donc ça te laissait aussi quand même des marges de manœuvre et tout. Et moi, je me rappelle aussi, hein, quand j'étais salarié, j'avais quand même un boulot plutôt tranquille qui me laissait ça. Mais moi, tu vois, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai de 9 heures à 5 heures pour bosser. Dedans, il faut en plus que je gère l'immobilier. Moi, de 5 heures après à 21 heures, il y a deux enfants, bah, tu peux rien faire à part te gérer tes enfants. Et à 21 heures, bah, des fois, je rebosse, mais des fois, j'ai juste plus d'énergie, en fait, tu vois. ouais. Et c'est pour ça que je suis toujours curieux de voir ceux qui ont des enfants, comment ils arrivent à trouver cette énergie et ce temps. Mais bon, à cette époque-là, tu Voilà, moi n'en j'ai eu avais la pas chance encore. de lancer, de lancer pas mal de choses avant même d'avoir mon premier enfant. Après, il y avait un seul enfant, donc c'est déjà un peu plus gérable. Et mais ouais, sinon, effectivement, moi aujourd'hui, ma journée elle est même encore plus courte que toi. Moi, je fais du 10 heures à 10 heures, 16 heures, quoi. Et, Mhm. mais voilà, moi aujourd'hui, j'ai un rythme de vie très différent, donc Oui, bon, on y viendra après, du coup, sur ta vie bien sûr. aujourd'hui. Là, je reviens bah, du coup sur le parcours. Donc, tu as enchaîné avec une colocation, c'est ça? Donc, ça, c'était en 2019, Ouais. toujours en région parisienne. Là, tu as fait pareil, même type de projet, c'est-à-dire avec travaux en première couronne, deuxième couronne parisienne? Ouais, alors on est en deuxième couronne, mais je pense on doit être l'endroit de la deuxième couronne qui est le plus proche, parce qu'on est à 11 minutes de Paris. Donc, C'est quoi? Tu peux dire la ville ouais, ou tu préfères pas? c'est dans l'Essonne. Dans l'Essonne, à 11 minutes de Paris, D'accord, ceux ok. qui connaissent, voilà, ils trouveront. Euh, Ok. et là, à nouveau, c'était. Est-ce que c'était du off-market? Je sais plus, parce qu'on a deux biens qui sont très proches. Il y en avait un qui était off-market et l'autre non. Euh, mais voilà, du coup, en fait, effectivement, donc on a enchaîné les colocations et celle-ci, voilà, c'était notre première coloc. On a fait peu de travaux euh, et on a pu louer direct et avec un tarif à la chambre très intéressant. Parce que c'est une coloc, c'est pareil, Mhm. on est en Ile-de-France où les standards sont vraiment plutôt un peu de l'entassement, quoi. Et là, nous, on propose des chambres de 15 mètres carrés. On a trois personnes dans 90 mètres carrés, donc c'est du luxe. Ouais, c'est du luxe ouais, en région parisienne, ça, Ouais. c'est clair. Ok. Et là, en termes de cash flow, tu as combien? Et là, bon, c'est un très bon cash flow. J'avais pas donné le chiffre pour le T2, mais sur le T2, on doit être à 100, 200, 300 euros par mois. Et là, sur la coloc, on doit être à 5, 600, quoi. Et Ok. c'est du Par vrai contre, cash j'imagine flow. Hein. aussi Ce que avec. je dis, c'est du vrai cash flow, c'est-à-dire c'est le cash flow réel, Ouais, ouais. donc qui tient C'est compte après crédit, après PNO, après compta, après frais de compta, après après les imprévu, punaises enfin de tout, lit, quoi. après l'électroménager qui pète. Après, voilà, c'est vraiment le Ouais, vrai ouais, cash flow. après tout, Ouais. quoi. Ok. Donc là, au deuxième projet, on dirait que tu as allez, à 700 euros de cash flow net. Ensuite, tu renchaînes avec de la coloc. Tu tentes d'autres projets. Ouais, ouais. C'est quoi Ensuite, on a enchaîné l'étape avec de la d'après? coloc. En fait, en 2019, donc on a fait une centaine de visites, mon frère et moi. Donc on était vraiment à fond, quoi. On était vraiment à fond parce on voulait voilà, continuer et on voulait continuer avec ce niveau d'exigence d'avoir du bon cash flow, enfin un certain niveau de cash flow en Ile-de-France. Donc on a beaucoup cherché. Il y a plein de fois, on était vraiment sur le point de signer, ça s'est pas fait. Enfin, on a eu tous les types de- d'aventures. Et finalement, euh, on trouvait pas. Et ça s'est déloqué d'un coup. Enfin, c'est un peu. Et on a eu trois biens d'un coup, quoi. Il y a trois biens qui sont sortis d'un coup, Ah ouais. qu'on a signé finalement. Enfin, l'acte authentique a été signé en 2020. Donc, c'est pour ça que, en fait, on a fait qu'une acquisition en 18, une acquisition en 19 et trois acquisitions en 20. Mais les trois acquisitions de 20, c'était du travail de 2019, quoi. Et Ok. donc voilà, donc on s'est retrouvé avec trois collègues d'un coup. Euh, Donc c'était trois apparts séparés. C'était pas un immeuble de rapport. Hein. T'as fait voilà, trois signatures. ouais, dans trois villes Ok. assez éloignées les unes des autres. Enfin voilà. Ok. Alors là, du coup, j'anticipe peut-être la question que se posent certains auditeurs. C'est niveau financement. Ouais. Alors, deux questions en une. Niveau financement, comment vous avez fait, enfin, pour que la banque vous suive? Et deuxième question, est-ce que vous êtes toujours en nom propre LMNP à ce moment-là ou vous êtes passé en SCI? Ouais, on a tout fait en nom propre à la MNP par simplicité, pour optimiser les frais aussi. Donc en indivision, 50-50 avec ton frère? Ouais, tout à fait. Et bon, Ok. je me suis marié entre temps aussi, donc il y a ma femme
qui est sur les papiers, mais elle a jamais mis elle sait même pas où sont les appartes quasiment, mais bon, voilà. Elle entend parler de choses, de noms de villes, mais voilà, c'est à peu près tout. Ok. Et donc la question du financement, effectivement, très, très pertinent, bien sûr. Euh, Bah écoute, on n'a pas eu trop de mal. Seulement, effectivement, quand il y a eu cet enchaînement, notamment de trois biens d'un coup, pour simplifier un peu les choses et parce qu'on pouvait se le permettre, on a pu faire ce qu'on appelle du post-financement, c'est-à-dire que bon, on laisse faire les choses, on fait la vente, etc. On paye cash. Donc c'est pour ça que je dis il faut pouvoir le faire. On paye cash et on règle cette histoire de financement dans les 6 mois qui suivent la vente. Donc c'est ce qu'on appelle le post-financement, c'est extrêmement rare et voilà, Alors, tu peux détailler un peu, c'est-à-dire, tu avais suffisamment de cash pour payer cash l'appartement, en fait, c'est ça? voilà, tu payes cash et tu te fais financer dans les 6 mois qui Et suivent. ensuite, tu te fais financer. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, pourquoi la banque accepterait de te financer si tu es capable de payer cash? Comment tu le. Bah, c'est un peu comme avant aussi, elle pourrait accepter de te financer même si tu peux payer cash. Ah, mais vu que tu l'as déjà payé, enfin, tu vois, je comprends quand t'as pas encore payé, Ouais. le cash, c'est un levier de négo en disant, voilà, je suis pas capable de rembourser, mais je vous demande le crédit. Mais vu que tu as déjà payé cash. Et évidemment, bah, c'est quand même la qualité du dossier qui fait que de toute façon, la banque, quand elle Ouais. fait un crédit IMO, a priori, on sait que les banques, elles font pas énormément d'argent sur les crédits IMO. Mais Mhm. c'est pour voilà, attirer ou retenir des personnes qu'elles souhaitent attirer ou retenir en vendant Ok. derrière d'autres Et tu as produits, pu avoir évidemment. du coup T'as pu avoir du 100% du coup en post-financement? Enfin, tu as pu te faire financer tout avec les travaux et tout, ou t'as dû mettre quand même un apport? Oui, alors sur la plupart des biens, on a mis un petit peu d'apport, mais vraiment pas grand-chose, 10-15%. Voilà, sur Ok. un... Sur, Frais de notaire, quoi, principalement. oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être un peu plus parfois sur certains travaux, on a peut-être Mhm. été jusqu'à 20%, mais à l'inverse, bah, il y en a moins un qu'on a été jusqu'à 110% de financement. Donc voilà, en moyenne, on doit être autour de 100% de financement, quoi. Ok, intéressant. Et l'autre point sur lequel j'aimerais rebondir sur cette étape-là, tu vois, tu me dis, donc là on est en 2020, tu es à 5 lots, avec donc 4 colocs et un T2. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu sois pas passé en SCI. Parce que, alors, je te dis mon opinion après, mais j'ai envie de savoir, toi, que tu me dises pourquoi vous avez fait le choix de rester en LMNP. Ouais, bah, du coup, c'est par simplicité et par optimisation des frais. Ok, je m'attendais à une autre réponse. Alors, moi, je vais te dire un petit peu pourquoi j'imagine ça. Parce que, est-ce que c'est pas justement tout simplement pour être libre financièrement plus simplement, tu vois, sans avoir à devoir sortir l'argent de la SCI? Oui, bah, ça peut rentrer dans la case optimisation des frais, mais enfin, Hmm. franchement, on a commencé comme ça. Encore une fois, rien n'était prémédité. C'était pas en mode je vais être indépendant financièrement ou je vise tel truc et Hmm. tout. On en a fait un, puis après ça nous a plu, on a voulu en faire un deuxième, etc. Ouais, ouais. Euh, et à chaque fois, ben, ça se passait bien en nom propre. Si voilà, il y avait un sujet sur le financement, ou si ça avait pu faciliter certaines choses, bien sûr, on y aurait pensé, on l'aurait fait. Mais là, on n'en a pas eu besoin. Donc on s'est dit, ben voilà, continuons, on ne change pas une équipe qui gagne. Continuons aussi. Et Ok. effectivement, du point de vue après, FIRE, retraite, indépendance financière, oui, ça peut être plus simple, hein, versus la SCI IS, hein, évidemment, tu es en train de comparer avec une SCI Ouais, IS, bien parce que sûr, sinon, ouais, la ouais. SCI IR, c'est pareil. Euh, oui, ça peut améliorer, ça peut arranger les choses, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'ai basé. C'était pas prémédité en tout cas. Alors déjà, c'était pas prémédité, et surtout, moi, j'ai pas basé mon indépendance financière, je vais y arriver, sur du cash flow immobilier. J'ai pris comme hypothèse de cash flow Ok, immobilier 0. ok. Et euh, du coup, là aujourd'hui, avec tous les biens que vous avez et le cash flow que vous avez, alors tu m'as pas encore dit le cash flow de tes 3 apparts, et tu vas me le dire juste après, vous avez encore le droit d'être au statut LMNP, vous n'êtes pas passé en LMP automatiquement? Oui, oui, moi, je suis passé à l'MP, ouais, effectivement. D'accord, ok. Et c'est pareil, c'était pris en Et compte. C'était pris en compte. C'est pour ça que enfin, ouais, c'était pris en c'est compte, une ouais. des raisons qui font que j'ai préféré me baser sur 0 cash flow immobilier, en anticipant le fait que voilà, il y a avoir plus de charges sociales, etc., à payer en tant que LMP. Ouais. Mais pour autant, ça reste quand même conservateur. Enfin, c'était une hypothèse conservatrice, et de fait, la Hmm. réalité depuis 5 ans me prouve que j'ai quand même du cash flow. Ok. Et donc, du coup, t'avais combien de cash flow sur ces 3 colocs? Ouais, bah du coup, j'ai ouvert mon petit tableur là, Dans pour ton pouvoir fichier te Excel? répondre. En moyenne 2024, donc on est à
Ouais, on est à 50 euros sur le premier bien, le T2, et ensuite c'est 200, 300, 150 et 450. Sur les colocs, hein, tu parles? Ouais, sur les 4 colocs. OK, donc on est à peu près, je dirais, à 1000. OK, et ensuite après 2020, est-ce que du coup là, ça t'a suffi et tu tout quitté, ou est-ce que tu as encore fait des projets IMO? Quelle était la suite? Donc ça m'a suffi. J'ai pas fait de nouveaux projets IMO. Juste pour que ce soit complet, j'avais aussi un autre T2 en nom propre, enfin en nom propre à 100%, donc sans mon frère, que celui que j'avais acheté en 2015, qui était ma résidence principale. En fait, j'en ai fait un investissement. Donc voilà. Donc en fait, j'ai 6 biens aujourd'hui. J'ai 6 biens locatifs, 4 colocs, un Mmh. meublé et un nu, tous en OK. Île-de-France. Et donc, j'ai pas eu besoin de faire de nouvel invest IMO. Je me suis arrêté là. En fait, à l'été 2019, j'étais devant mon tableur patrimonial et j'ai été touché par la foi. Le dieu Fire est venu à moi et m'a dit: ah, mais en fait, le cash flow c'est sympathique, mais le remboursement du crédit c'est encore mieux. Et tu peux, au lieu de vivre sur le cash flow, vivre sur le fait que tu rembourses ton crédit tous les mois, enfin tes crédits. Et voilà, tu vas vivre avec ton cash. Et quand tu auras plus de cash, tu vas vendre un premier appart. Un premier appart, ça va te reconstituer une poche de cash. Tu vas vivre sur ce cash. Et au bout de 5 ans, 6 ans, 8 ans, quand tu auras plus de cash, tu vas vendre un deuxième appart. Et ainsi de suite. Et à ce petit jeu-là, ça tenait plus que moi je pouvais tenir, c'est-à-dire ça tenait une centaine d'années. Donc je me suis dit, go. OK. Ouais, du coup, c'est marrant, c'est une stratégie, tu vois, qu'on n'a pas trop entendu sur le podcast. C'est que Mm. toi, au lieu de vivre du cash flow et sans vendre, en final, toi, tu vivais avec ton cash, avec l'épargne que tu avais mis de côté, ton petit trésor de guerre que tu disais et que tu n'as pas forcément investi. Et une fois que tu l'as consommé, en gros, tu remboursais alors j'ai pas suivi. Tu vendais un appart et du coup, tu vivais sur la vente de cet appart? Ouais, C'est ça? c'est ça. Donc moi j'appelle cette stratégie qui effectivement est relativement peu documentée, la stratégie de la consommation du capital immobilier. Tout comme il y a Mmh. la stratégie de consommation du capital financier. Financier, ouais. Finalement, Avec la règle des la règle de 4% et tout, 4%, ouais. c'est une stratégie de consommation du capital, même si les gens s'en rendent pas forcément compte. Il faut accepter, en fait, c'est une stratégie de consommation du capital, c'est partir du principe qu'on va pas vivre que sur les loyers, les dividendes, les intérêts, mais qu'on accepte éventuellement de devoir Consommer le taper capital. dans le capital. Et donc, on peut tout à fait l'adapter l'adapter à l'immobilier. Et on peut l'adapter et c'est beaucoup plus puissant quand on le fait avec de l'immobilier parce qu'il y a cette notion de remboursement du crédit restant dû. En fait, chaque mois, c'est mes 6 apparts qui se remboursent. Et si j'en vends un premier cette année, il y a encore les 5 autres qui se remboursent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et donc, pendant que j'utilise le produit de la vente effectivement pour vivre, pour financer mon train de vie, du premier appart, il y a les 5 autres qui se remboursent et ça fait une sorte de boule de neige accélérée, on va dire. Et c'est ça qui est très puissant et qui m'a permis de partir à 34 ans sans avoir fait de choses extraordinaires. Alors voilà, j'ai eu la chance de pouvoir lever à peu près 1 million d'euros. Enfin, on a eu la Mmh. chance à deux de pouvoir lever à peu près 1 million d'euros. Mais à part ça, voilà, on n'a pas fait. Voilà, on a fait beaucoup de recherches, on a beaucoup travaillé donc pour avoir des investissements qui avaient une certaine rentabilité, mais c'est pas non plus, on n'a pas, on n'a pas inventé des choses extraordinaires, voilà. Bah, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends cette stratégie, tu vois? Je trouve ça intéressant parce que, la plupart des gens, généralement, soit ils vivent du cash flow, soit ils ont une autre activité à côté, et alors moi, je t'avoue que je suis pas très fan de cette stratégie de consommation du capital parce que j'aurais toujours peur, tu vois, qu'il y ait un jour, il y a plus rien et bien, en Mm. fait, imagine, tu vois, enfin, je pense que tu as fait tes calculs, hein, je pense pas que c'est moi qui vais t'apprendre à les faire, mais je sais pas moi, il y a un imprévu ou machin, j'en sais rien, et tu te retrouves, je sais pas moi, à 50 ans, avoir vendu tous tes apparts, avoir consommé le capital du dernier appart. Ouais. Est-ce que c'est bon, j'imagine que tu as tout calculé, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé? Est-ce que tu as un plan de secours, tu vois, si jamais ça arrive? Enfin, Ouais. je suis désolé, je te pose plein de questions en même temps, mais est-ce que tu as déjà vendu un appart, par exemple, ou pas encore? Tu vois, Mhm. où t'en es là-dedans et qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te raconter? Ouais, j'en pense que c'est un sujet hyper intéressant et important. Enfin, il faut absolument traiter ce sujet, évidemment, parce que, voilà, en gros, par défaut, c'est une stratégie qui est assez osée, assez risquée. Et donc, derrière, il faut prendre un maximum de marge de précaution. Ça, c'est une première chose. Et puis, je vais rentrer dans le détail. Et puis, juste une deuxième vision des choses aussi, c'est que
justement, si c'est une stratégie qui est très puissante, c'est parce que derrière, il y a un peu les deux, il y a le revers de la médaille, quoi. C'est que, de fait, elle comporte un certain niveau de risque. Et moi, je l'ai fait en parfaite conscience, en parfait calcul, effectivement. Enfin, j'ai fait beaucoup de calculs aussi. Mais j'étais tout à fait conscient que voilà, c'était un certain pari. Enfin, pari, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'il y avait une certaine dose de risque. Et je me disais, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, je retourne travailler, quoi. Comme, en fait, comme les gens, comme la plupart des gens font, ou la très grande majorité. Donc, c'est pas dramatique, quoi. Déjà. Après, par exemple, un peu c'est de la tringlerie, mais c'est quand même intéressant à savoir. Moi, j'ai pu partir, enfin, comme tous les salariés de France, hein, il y a quelque chose qui s'appelle le congé création d'entreprise. Donc, tu quittes ton poste, tu es totalement libre, sauf à lire les petites astérisques, etc. Donc, il y a toujours des exceptions, mais en gros, tu es libre de ton temps, etc. Et au bout d'un an, tu peux décider de retourner dans ta boîte. Ils sont obligés de te reprendre à un poste équivalent, etc. Ça peut durer comme ça 2 ans. Enfin, c'est 1 an renouvelable une fois. Et moi, dans ma boîte, donc EDF, c'était 1 an renouvelable 4 fois. Renouvelable 4 fois, donc ça fait 5 ans en tout. Donc là, en fait, je viens, il y a quelques semaines. Donc là, ça y est, c'est fini. Je viens il y a quelques semaines d'envoyer ma lettre de démission définitive. Officielle, ouais. Et jusque-là, chaque année, je disais oui, je reprends 1 an de plus, reprends 1 an de plus, reprends 1 an de plus. Donc ça aussi, c'est un filet de sécurité. Donc tu touches 0, il n'y a pas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Ce que tu peux avoir dans d'autres boîtes, mais il y a cette notion de congé création d'entreprise qui existe et qui peut permettre de rassurer un petit peu aussi. Mais sinon, je reviens sur les marges de sécurité qui sont importantes à prendre et que moi j'ai prises dans mon calcul. Donc déjà, je t'en ai donné une tout à l'heure, c'est que je suis parti avec l'hypothèse de 0 cash flow immobilier, alors que clairement, en fait, mes biens, ils crachaient méchamment. Et le LMP, il n'était pas pour tout de suite non plus. Enfin, c'était à partir de la 2e année. Mais bref, il y avait quand même un sacré cash flow, alors que moi, je partais dès le départ sur 0. C'était déjà une bonne marge de sécurité. Les autres marges de sécurité, je les ai prises aussi sur les hypothèses de ressources de notre foyer, on va dire, et les hypothèses de dépenses de notre foyer. Donc, on a pris plutôt des dépenses un peu plus élevées que prévu, ouais. Enfin, voilà, que prévu, et des ressources un peu plus faibles. Alors, je suis désolé, Guillaume, je t'ai pas demandé en off du podcast, mais tu peux me répondre en direct. Tu es à l'aise pour nous partager un peu les chiffres oui. tes dépenses et du patrimoine? Il n'y a pas de souci, ouais, on peut tout partager. Ouais. Alors, du coup, je suis curieux d'avoir quelles sont tes dépenses mensuelles, du coup, pour être fire aujourd'hui. Ouais. Et donc, moi, je suis parti, donc, comme je disais, avec une hypothèse de dépenses. Donc, je te parle en euros 2025, parce que moi, mes calculs, ils datent de 2019. C'est pas si vieux, mais quand même, il y a eu un bon 15% d'inflation depuis. Donc, voilà. En euros 2025, je suis parti sur 3 500 € de dépenses mensuelles pour le foyer. Global, le foyer familial. Hein. Sachant que la maison est payée. La maison est payée. Parce que en 2020, je savais que quand on achèterait notre nouvelle maison, j'aurais quitté mon CDI, etc. Enfin, que ce serait impensable de pouvoir obtenir un crédit. Donc, je savais que malheureusement, j'étais très triste de ça, mais je devrais l'acheter cash. Parce qu'à l'époque, les taux étaient vraiment super intéressants. On voulait absolument pas acheter les biens cash. Mais je savais que c'était une énorme concession que je devrais faire. Donc, je l'avais prévu. Mais bon, du coup, l'avantage, c'est que derrière, tu n'as pas de crédit à payer. Donc voilà, 3 500 € de dépenses hors logement, quoi, parce que, hors remboursement de crédit. Hors RP, ouais. Et donc ça, pour info, ça place dans le top 25, voire top 20% des foyers français. Ok, 3 500 €. Ouais. Juste petite question avec ça. Est-ce que dans les 3 500, tu dépenses absolument tout? Tu as encore une marge de manœuvre pour épargner ou pour investir? Voilà, donc 3 500, c'était dans les projections. Et de fait, nous, en vivant comme on veut vivre, sans se priver, etc., on dépense en fait moins. On dépense autour de 3 000, peut-être même un peu moins de 3 000 €. Ok. Intéressant, parce que du coup, je suis un peu on a à peu près la même situation familiale et du coup, je suis à peu près dans les mêmes ordres d'idées, tu vois, dans les dépenses et tout, avec 2 enfants, c'est marrant. Bon, moi, j'ai pas la RPP qui est payée, par contre, loin de là, mais ok. Ok, donc du coup, attends, je reviens un petit peu à ce qu'on disait avant. Donc sur les dépenses, on parlait de la stratégie de consommation du capital. Alors, je suis désolé, je me suis un petit peu perdu en cours de route, parce qu'on est parti un peu dans pas mal de sujets. Donc là, aujourd'hui, tu vis, comme tu as dit, avec
du cash flow à zéro, mais finalement, tu en vis quand même. Et ah oui, non, voilà, c'est ça la question que tu m'as pas encore répondu, c'est que dans ta stratégie, vu que maintenant ça fait 5 ans que tu l'as fait, parce que tu as arrêté de travailler en 2020, on est en 2025, est-ce que tu as dû vendre un bien pour, du coup, pour pouvoir consommer ce capital? Ou est-ce que tu arrives toujours à vivre de ton épargne, ou avec les cash flow IMO ou avec d'autres choses? Ouais. Et ben justement, dans le plan initial, je partais avec très peu de cash. Enfin, en fait, on avait dû, dans mon plan initial, la maison avait coûté tant, etc. Il y avait tant de frais, etc. Et donc, on partait avec très peu de cash. Et donc, très rapidement, il fallait vendre un premier bien immobilier. Donc, évidemment, j'avais identifié quel bien c'était le plus intéressant de vendre et à quel moment je pourrais le vendre, parce qu'on est quand même engagé en tant que bailleur. On ne peut pas vendre comme on veut, alors sauf à vendre, sauf à vendre loué, hein, évidemment. Mais je préférais vendre libre d'occupation. Donc, je m'étais dit, en 2021, je serais obligé de vendre un premier bien immobilier. Et en fait, arrivé en 2021, les prédictions volontairement conservatrices, effectivement, se sont révélées moins disantes par rapport à la réalité. La réalité a été meilleure et suffisamment meilleure pour que je me dise, en fait, je peux repartir pour 3 ans, pour un cycle de 3 ans de location. 3 ans parce que c'était mon bien qui est loué nu, donc c'est 3 ans d'engagement. Donc 2021, voilà, je m'étais dit ça. Et voilà. Et après 2024, parce que tu fais 2021 plus 3, ça fait 2024. 2024, à nouveau, en fait, c'était à nouveau possible. Enfin, je n'avais pas besoin, en fait, pour. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, voilà, donc les dépenses, finalement, on dépense moins que les projections. On gagne plus que les projections. Voilà. Donc, Et du coup, tu gagnes comment alors? Est-ce que tu gagnes parce que du coup, de ce que tu m'as dit, il y a à peu près 1 000 € de cash flow. Et du coup, les 1 000 € de cash flow, ils suffisent pas à faire les 3 500. Donc, est-ce que tu vis encore sur l'épargne d'avant, ou tu as une activité de side business qui te permet, ou peut-être ta ouais. conjointe de travail, tu vois, c'est quoi qui permet de faire le gap entre les 3 500 ou les 3 000, on va dire, de Ouais. dépenses et les 1 000 du cash flow? Ouais. Alors, dans les 3 000 de dépenses, c'est vraiment toutes les dépenses. Donc, il y a aussi un tout petit peu d'allocation. Enfin, toi qui as des jeunes enfants, voilà, tu sais qu'on peut avoir des aides pour la nounou, des choses comme ça. Bon, ça va pas chercher très loin, mais je précise quand même pour que ce soit vraiment clair qu'il y a aussi un petit peu de ça. Mais sinon, oui, tout simplement, en fait, on a des activités, ma femme et moi, parce que voilà, ma femme est encore plus jeune que moi, donc voilà, à 30 ans, à même pas 40 ou autour de 35 ans, enfin, tous les deux, enfin, on est un peu actifs, enfin, on se voit pas arrêter complètement et ne rien faire. Alors, il y a plein de choses que tu peux faire sans être rémunéré, évidemment, mais moi, typiquement, j'ai essayé, en fait, pendant 18 mois, même autour de 2 ans, j'ai lancé plein de tentatives de choses, de pompiers volontaires, de donner des cours gratuits, de cours à des élèves en difficulté, etc. J'ai tenté plein de choses et je ne trouvais pas mon équilibre de vie, on va dire. Enfin, il y avait quelque chose qui me manquait. Et en fait, j'avais démarré une activité de coach financier en 2019 parce que il y avait des proches qui venaient me demander des conseils et je me rendais compte que je kiffais trop leur répondre et aller creuser un peu leurs problématiques et optimiser leur situation. Enfin, toujours cet amour de l'optimisation que j'ai. Et voilà, donc naturellement, en fait, j'ai souhaité développer cette activité-là. Donc voilà, moi j'ai cette activité de coach financier. Ma femme, elle fait plein de trucs différents, certains qui rapportent et d'autres qui rapportent moins, mais voilà. Ouais, finalement, alors sur votre temps libre aujourd'hui, vous vous êtes fait une sorte de side business qui est devenu une activité principale qui vous permet finalement de vivre en fait et de vous dégager le delta finalement qu'il y a entre le cash flow, enfin les dépenses et le cash flow immobilier, quoi. Et c'est ça qui vous permet de pas vendre de biens finalement, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Même parfois, certains mois, c'est supérieur et du coup, je peux même continuer à épargner un peu. Donc voilà, il y a bon an, mal an, parce qu'on est freelance tous les deux, donc voilà, tu sais que voilà, ça peut monter et descendre. Donc voilà, c'est ça. Et c'est notre nouvel équilibre, on va dire. Moi, je pense que je travaille à peu près 700 heures par an, donc ça fait 2 heures par jour en moyenne, quoi. Après, donc voilà, c'est pas exactement toujours 2 heures, mais c'est pour donner un ordre d'idée, alors que toujours pour avoir un ordre d'idée, parce que 700 heures par an, ça parle pas forcément beaucoup, mais un temps plein, c'est genre 1500, 1600 heures par an. Donc c'est équivalent à c'est équivalent à un mi-temps, quoi. C'est équivalent à un mi-temps, mais moi je le fais tous les jours de l'année, samedi, dimanche, jour férié, etc. Au final, tu me dis si je dis bêtises, mais t'es un barista fire en fait, c'est ça? Ouais, peut-être. Alors franchement, enfin, le fait de se mettre dans des cases, je suis pas forcément fan, mais effectivement. Parce que ce que tu me décris, ça y ressemble en tout cas, quoi. Ouais, alors après, c'est que tu as une activité side business qui t'aide à compléter finalement les revenus du capital, quoi. Voilà, mais c'est là-dessus que je tique un peu. Enfin, moi, j'en ai pas besoin. Enfin, encore une fois, c'est pas par besoin financier que je le fais.
c'est par besoin psychologique, émotionnel, le fait Ouais, de me intellectuel sentir aussi. Mais intellectuel, tout à fait. du chill, ouais, ouais. Mais de toute façon, moi j'ai remarqué ça chez tous les gens que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés qui sont rentiers. Moi, je connais aucun rentier qui fait rien de sa vie, en fait. Vraiment, je n'en connais pas, quoi. Tous les gens qui sont devenus rentiers, généralement, ils sont allés le chercher, à part ceux qui ont hérité éventuellement. Mais pour le coup, j'en ai pas rencontré. Ben, ils sont tellement, excuse-moi du terme, hein, cassés le cul à créer leur liberté financière, et généralement, avec l'immobilier ou l'entrepreneuriat, que c'est des gens qui ont besoin de créer des projets, c'est des gens qui ont besoin de faire des choses. En fait, ils peuvent pas passer de l'hyperactivité à l'hyperpassivité. En fait, c'est pas possible. Ils peuvent lever le pied, c'est ce qu'ils font généralement, et je pense que c'est tout à leur honneur. Mais enfin, tu vois, ce que tu me décris comme parcours, ça me paraît ultra cohérent en fait. Parce que je t'imagine pas, tu vois, comme tu me disais, tu bossais chez EDF, tu as un enfant à gérer, tu fais 100 visites en un an, et puis, enfin bref, tu achètes 5 biens, et puis d'un coup, boum, tu fais plus rien. Ouais. Tu pètes un câble en fait, tu vois. Ouais, bah effectivement, ouais, le delta peut être un peu dur à gérer. Et donc voilà, j'avais déjà entendu ce que tu dis et je suis assez d'accord, effectivement. Si tu vois quelqu'un qui a ce mindset de créer beaucoup de choses en quelques mois ou quelques années, a priori, ça peut pas être la même personne qui derrière ne fait rien. Mais il y a quand même des équilibres de vie peut-être à aller chercher et à trouver. Et moi, un peu dans le spectre, je pense que je suis quand même justement parmi ceux qui bossent le moins. Euh, Hmm. Parce que d'autres vraiment se sont. Enfin, mais après, moi, je juge pas. Enfin, il y a. Disons que moi, mon objectif, c'est pas d'accumuler des millions. Et il y en a qui sont vraiment toujours Ouais, toi, ton attirés, objectif, qui c'est la sont un peu liberté, quoi. toujours dans la course, on va Ouais, dire. qui veut toujours plus. Ouais, Ouais, ouais. Mais ça aussi, je l'ai vu, j'ai trouvé, je le vois aussi, hein, pareil dans les gens que j'interviewe, où moi je trouve que c'est un petit peu un piège aussi, où bon, tu atteins mm, la liberté financière, mais du coup, tu veux toujours plus de confort, ouais, machin. Et moi, je trouve ça assez respectable ton parcours, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans ton parcours, où moi, je pense que le jour où j'atteindrai la liberté financière, comme toi, je ne pourrais pas arrêter de travailler, je continuerai toujours, mais je lèverai le pied. Mais je ne chercherai pas à atteindre 10 ou 100 millions. Enfin, moi, le montant que je me suis fixé de patrimoine, bah voilà, comme moi, 3 000, entre 3 et 4 000 balles par mois, ça me suffit largement en fait. Et je préfère largement vivre avec 3 000 balles par mois et avoir le temps, plutôt que de passer mon temps à bosser 20 heures et gagner 10 000 en fait, tu vois. ouais. Enfin, je suis plutôt dans cet état d'esprit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans l'autre état d'esprit, et puis pas forcément de jugement, hein, chacun son caractère et chacun ses objectifs, ses ambitions et ses objectifs aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, on est alignés alors. Mm. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie maintenant? Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment se construit une journée je sais pas si on peut t'appeler un barista fire, d'un rentier, d'un quelqu'un qui est libre financièrement. Ouais, C'est quoi une journée type pour toi? ouais. Euh, donc, tu n'es pas le premier à me poser la question. Sur mon Insta ou sur mon LinkedIn, vous verrez des petits croquis avec la répartition de mon temps, etc. Pour les curieux. Mais en gros, la majeure partie de mon temps, intéressant, on va dire, parce que hors sommeil, etc., c'est la famille et les amis. Donc évidemment, en premier lieu, ma famille proche, voilà, ma femme et mes deux enfants, ils ont 6 ans et bientôt 3 ans. Donc voilà, ça occupe bien, surtout que bah, du coup, on les fait peu garder. Hein, c'est notre philosophie, on va dire Hmm. aussi. Donc moi, je les amène tous les matins à vélo à l'école ou chez la nounou. Et, euh, et je vais les chercher aussi. Donc c'est pour ça que mes journées sont très courtes. Voilà, Hmm. mais sinon, c'est hormis famille et amis, qui prennent donc la majeure partie de ce temps-là, c'est du sport, du bricolage, du jardinage, euh, et même avant ça d'ailleurs, c'est de la formation et voilà, le coaching que je Ouais, donne. et l'activité que tu fais. Ouais, ouais. Parce que voilà, en fait, moi, je reste passionné par ces sujets d'investissement. Et donc là, nous, on a beaucoup parlé d'immobilier, mais moi, en fait, je fais de tout, hein, comme je disais. Donc, la bourse, le Hmm. crowdfunding, plein de choses, le private equity, etc. Les SCPI, enfin, tout. Euh, les cryptos, etc. Donc, je reste. Voilà, je suis biberonné je t'écoute très régulièrement et les personnes que tu invites, à tous les autres podcasts que tu peux imaginer. Donc tout ça en faisant certaines de mes activités que j'ai pu citer aussi. Mais voilà, je continue à vachement me former, Te former, t'informer. ouais, Ouais. à être boulimique de ces sujets-là. Et parce que je trouve ça passionnant, en fait, justement, le fait de se dire, moi, en fait, ça fait 5 ans que j'étudie à fond ces trucs-là. Et en fait, tous les jours, je continue à apprendre. Parce que Hmm. bah, la réglementation évolue, la conjoncture évolue. Et,
et à la limite, même si les deux n'évoluaient pas, il y a toujours un mec qui va trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire un truc. Et tu te Un dis, nouveau ah, mais truc. c'est trop bien et tout, j'avais pas pensé. J'ai envie d'essayer. Ouais, ou en tout cas, j'ai envie de, ah, mais ça pourrait correspondre à telle personne que j'accompagne en ce moment, etc. Et c'est, voilà. Donc, c'est un grand kiff. Mais sinon, ouais, c'est passer du temps en nature, bouquiner. Enfin, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas dites encore, mais vous pouvez imaginer. Ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu maintenant, bon, on a détaillé pas mal ton parcours IMO. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu le reste de tes invests? Est-ce que tu peux nous dire, alors je sais pas si tu m'as dit, mais est-ce que tu es à l'aise à partager ton patrimoine net aujourd'hui ou pas? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Alors après, en fait, c'est un peu particulier parce que. T'es pas obligé, hein? Non, non. Franchement, il n'y a aucune Non, obligation. non, en tout cas, en termes de répartition, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un peu particulier. Ce moment est un peu particulier parce que, en fait, j'ai signé le plus gros devis de travaux de ma vie. Qui va être équivalent à l'ensemble de tous les devis travaux que j'ai déjà signés auparavant. Parce qu'en fait, Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur un de tes apparts ou ta maison? je me suis inspiré de toi et je me suis dit. Tu vas faire une RP rentable? Voilà. Ah, ouais, alors non, la RP, oui, mais la partie rentable, je pense qu'on a oublié avec ma femme. Non, on s'est dit, c'est trop calme par chez nous, on va faire des énormes travaux juste à côté de chez nous. Et en fait, on va faire une extension. En fait, on va faire une extension dans notre maison. Ok. Et donc, il y a une énorme partie de mon patrimoine qui est dédiée à ça et qui va partir, a priori, malheureusement. Ok, ouais. Je verse une petite larme. Mais bon, je vais essayer d'en faire financer en fait un tout petit peu, mais je pense que je pourrais pas faire financer énormément. Rendez-vous avec le banquier dans une dizaine de jours. Mais voilà, du coup, c'est un peu particulier. Du coup, concrètement, j'ai mis beaucoup de cash. J'ai mis beaucoup en cash ou en liquidité, en fonds euros, en obligations, enfin, toutes ces choses-là, en plutôt sécuritaire. Parce que potentiellement, dans quelques mois, je vais avoir énormément de cash à sortir. Mais sinon, voilà, comme je le disais, je suis un geek de l'investissement. Je fais feu de tout bois. Le bois qui fait le meilleur feu, a priori, c'est le PEA. Donc, je suis un peu. Voilà, je vais pas te surprendre. PEA, Lazy, ETF, DCA, tous ces termes qui te parlent et qui parlent probablement à ton audience. Donc ça, c'est principalement ça. Mais évidemment, pour aller en bourse et faire de l'investissement en ETF, il faut avoir une vision long terme, un horizon long terme. Donc voilà, pour satisfaire ma curiosité, pour mixer, pour continuer à diversifier, je fais aussi beaucoup de crowdfunding. IMO? Voilà, il y en a beaucoup en immobilier. Moi, je n'ai pas pris le parti immobilier parce que par ailleurs, j'ai beaucoup d'immobilier. Donc, le sujet, c'est quand même de diversifier. Donc, je n'allais pas me remettre dans de l'immobilier. Et en plus, le crowdfunding IMO, voilà, moi, j'ai commencé le crowdfunding en 2020-2021. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas y aller. Et finalement, bon, le futur m'a donné raison. Mais c'est juste de la chance. Enfin, je ne pouvais pas prévoir la hausse des taux, surtout la violence de la hausse des taux qu'on a connue et qui a mis à mal beaucoup de projets de crowdfunding immobilier. Mais donc voilà, je fais beaucoup de crowdfunding hors immobilier, donc énergie renouvelable, un peu d'affacturage aussi, des choses comme ça. Donc ça, c'est très bien. Pour du moyen terme, en fait, je trouve que c'est très bien. Voilà, un peu de SCPI, un peu de crypto. Voilà. Alors, si on creuse un petit peu, du coup, on a encore un peu de temps, je suis curieux. Hein. Ouais, pas de souci. Si on commence par la bourse, quelle est ta stratégie du coup? Tu as full ETF? Tu fais un peu de stock picking aussi ou tu es full ETF? Ouais, alors j'ai fait un peu de stock picking par le passé. Ça m'a globalement pas réussi, on va dire. En plus, c'est bien. Je l'ai fait de manière vraiment. C'est bien de l'admettre parce qu'il y en a beaucoup qui l'admettent pas. Mais ça réussit à pas grand monde de stock picking en réalité. Voilà, c'est ça. Si on compare, en tout cas, si tu repars et après, si tu compares, si t'as pas de benchmark, tu peux dire ouais, j'ai fait 20%, mais si le MSCI World il a fait 30, ça t'as pas réussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et t'as pris plus de risques. Et voilà. Plus de temps aussi. Moi, je peux en parler parce que c'est des erreurs de jeunesse, voilà. Mais. Alors, j'en ai conservé un tout petit peu, pour être totalement honnête. Il y a des trucs que j'avais achetés il y a très longtemps et que j'ai conservé, mais ça représente une partie négligeable de mon patrimoine. Mais sinon, voilà, comme je disais, donc c'est ETF, lazy, ne pas se croire meilleur que le marché, donc englober au maximum le marché. Voilà, après un tout petit peu de small cap, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, mais rien d'extraordinaire, rien de fou. Mais c'est justement, je sais plus qui disait ça, là, qu'il faut si tu vises les montagnes russes ou si tu vises les émotions,
justement, faut pas que ce soit avec les 90% de ton patrimoine qui sont que tu vas investir, quoi. C'est complètement suicidaire, quoi. Il vaut mieux que tu ailles faire du rallye ou des courses ou autre chose, mais c'est pas, enfin, Du trading. du trading, mais du coup avec Et, seulement 5 ou 10% de ton patrimoine, quoi. et t'es sur quel type d'ETF? Quels indices tu suis, toi? Tu répliques? Ouais, alors ETF Monde, et sinon juste je recrée un ETF Monde à la main. Avec des ETF donc, enfin, au sein du PEA pour que ce soit moins cher que l'ETF Monde, mais maintenant voilà, avec les derniers ETF qui sont sortis, c'est Ouais, vraiment pas cher. Du coup, voilà, tout simple. La question se pose vraiment, je trouve, en ce moment, parce que moi, pendant longtemps, enfin, c'est ma stratégie aussi, hein, je recrée mon ETF Monde pour le même argument de toi, Ouais. mais le fait qu'iShares et Amundi ont mis des frais à 0,25 et 0,20, tu te dis, bon, bah, finalement, voilà, donc on peut toujours faire mieux, on peut avoir 0,16 en faisant à la main, mais du coup, rien que si tu prends en compte du coup les frais d'ordre, parce que potentiellement ça veut dire que tu as plus d'ordre à passer. Tu fais plus d'ordre, ouais. Franchement, ça vaut pas le coup. Enfin, le DCAM, là, il est vraiment fantastique. A priori, il est tout jeune encore, donc on n'a pas d'historique, mais a priori. Ouais, il a encore peu d'encours, mais. C'est Amundi et tout, donc bon, ça devrait quand même pas trop mal se passer. Voilà, et je te dis, voilà, je rajoute juste un peu de small cap avec indépendance et expansion. Hein. Je devrais pas les citer parce que justement, je pense qu'ils prennent beaucoup de. Il y a beaucoup d'arrivées là, et ils ont un volume à gérer qui ne doit pas être évident quand on est dans le. L'indépendance et expansion, c'est quoi? C'est William Higgins? Ouais. Ok. Moi, je t'avoue, alors, j'aimerais bien l'avoir, William Higgins, sur le podcast, je te cache pas. Bon, je l'ai pas contacté encore, mais j'aimerais bien l'avoir parce que il est passé dans pas mal d'endroits, donc moi, je sais pas si c'est vraiment la personne que veut mon audience, mais je sais pas, je suis un peu sceptique, moi, quand même, tu vois, sur ce fond. Non que je doute des qualités du personnage qui a prouvé ce qu'il fait, mais moi, j'ai toujours cette peur, en fait, où dès que tu as un fond qui est en vogue, bah, en fait, du coup, il y a tout le monde j'ai l'impression qu'en fait, tu as tout le monde qui diversifie son patrimoine bourse avec ce fonds-là. Et oui, ils ont su performer le marché là pendant 20 ans, mais tu vois, toujours pareil, est-ce que ça va continuer sur long terme quand quand tout le monde va arriver, va mettre des fonds chez eux, est-ce qu'ils vont être toujours capables de surperformer, tu vois, moi, j'ai toujours cette peur-là c'est un truc bête, mais tu dois connaître le bouquin de John Bogle là, sur voilà, le petit livre pour investir avec bon sens. Et il a prouvé avec plein d'études que dès que tu as un fonds qui a surperformé le marché et que du coup qui a fait, on va dire, beaucoup de bruit et que du coup qui attire beaucoup plus de capitaux, eh ben, je ne vais pas dire qu'ils se votent, hein, je ne dis pas qu'ils font faillite, ils font toujours des bonnes perfs, mais ils ont beaucoup plus de mal à surperformer. Ouais. Est-ce que tu as pensé à ça? Ah oui, bah, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est clair que c'est un vrai sujet pour eux. C'est un vrai sujet pour eux. C'est pas évident, et d'autant plus qu'on est dans ce monde des small caps. Parce que voilà, si c'est un fonds qui est sur des large caps, c'est quand même plus facile d'arriver avec de l'argent à placer. Là, eux, déjà sur certaines lignes, ils sont vraiment pas négligeables, quoi, en tant que détenteurs de telle ou telle action. Et donc, quand ils font des achats ou des ventes, mais ils sont plutôt du coup à l'achat en ce moment, ça peut faire bouger les cours, donc ils sont obligés d'étaler les trucs et tout. Enfin, c'est tout un art qui est d'autant plus difficile à mener et à performer quand il y a du volume entrant important. Donc, n'y allez pas. On n'est pas là pour donner des conseils non plus, hein. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Oui. Ok, et du coup, après, sur le reste du patrimoine, en SCPI, tu le fais de quelle manière, du coup? Est-ce que tu le fais en direct? Est-ce que tu le fais via assurance vie? Ouais, SCPI, c'est très marginal. Parce que j'avoue que voilà, enfin, j'ai pas trouvé de façon de faire. Enfin, je trouve qu'avec la hausse des taux, en plus, tu peux même, tu peux. Bref, je suis pas un grand fan des SCPI, on va dire comme ça. Okay. Et du coup, pour voilà. quelle raison? Je te dis, en termes de, le rendement me paraît vraiment pas fou. Quand tu prends, sauf si tu arrives vraiment, voilà, à optimiser la fiscalité. Donc, on connaît, hein, les options pour le faire. Mais par rapport à la bourse, alors quoique voilà, j'ai toujours dit ça jusqu'à ce que je vois une étude de Louvain Invest. Je sais pas si tu l'as vue, je te la partagerai. Elle est vraiment intéressante, j'ai trouvé. Ouais, mais ils m'écrivent à chaque fois qu'il y a une étude et que je la partage aussi. Je les connais bien, leurs études. Sur les valeurs de reconstitution, j'imagine. Non, et sur l'historique, ouais, voilà. Et sur l'historique et sur le TRI, vraiment, quand tu prends en compte aussi, non seulement évidemment le rendement tous les ans avec les loyers, mais la revalorisation des parts. Mais avec leur valorisation, ouais. Et parce qu'il y a des SCPI sur lesquels tu as 20 ans, 25 ans d'historique.
et Mmh. où tu arrives à du 7, 8, 9%. Et tu fais, ah oui, d'accord, ok, donc c'est pas mal. Euh, voilà. Bah, moi, la question que je me pose sur les CPI et que je te pose à toi aussi, toi qui du coup est rentier, c'est, enfin, tu vois, tu as quand même des rendements que je trouve corrects avec les CPI. Alors après, comme tu as dit, il faut optimiser la fiscalité, tout ça, mais et tu as quand même, voilà, 0 gestion, quoi. Enfin, je sais pas toi comment tu vis la gestion de tes 6 appartes avec, bah, du coup que des Ouais. colocs, donc j'imagine un temps de gestion supplémentaire à VS, un T2, standard. Toi aujourd'hui, est-ce que tu vis bien la gestion de tes biens immobiliers, ou pas déjà? Oui, 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 on la vit bien, il n'y a pas de souci. Euh, En fait, on a beaucoup optimisé, mais ouais, automatisé les choses. Euh, Mmh. on se déplace le moins souvent possible. Donc moi, maintenant, je suis à 400 km de mes investissements, donc raison de plus pour, pour Et avoir ouais, c'est pour ça, ouais. à se Tu déplacer le les as moins mis en possible. agence? Mais non, non, alors on gère tout nous-mêmes. Mon frère et moi. Mon frère, lui, il est encore en Île-de-France, mais il vient d'avoir son troisième enfant et l'aîné n'a pas encore 3 ans, donc je te laisse imaginer. Waouh! Euh, Ah oui, j'ai même pas envie d'imaginer. Et du coup, en fait, on fait tout faire à distance. Enfin, on propose, hein, on n'impose rien, mais à chaque fois, enfin, on trouve une façon de faire à distance avec les locataires Mmh. qui ouvrent la porte au bon moment, au plombier si c'est un plombier, Mmh. au personnel de ménage, parce que si on fait passer du personnel de ménage dans les appartes, dans les colocs. Aux candidats, s'il y a un turnover et qu'il y a des gens qui doivent visiter, ben moi, en fait, donc moi, je fais tout ce qui peut être fait à distance. Quasiment, mon frère en fait une petite partie aussi, mais bah, je mets les annonces, je gère voilà, les personnes qui se Mmh. proposent, et je sélectionne énormément les gens pour que je sois sûr que les gens qui visitent, c'est vraiment des personnes qui sont déjà qualifiées. Elles connaissent l'adresse, Mmh. elles ont vu un max de photos, de vidéos, etc. Donc a priori, il y a toutes les raisons de croire que le bien les intéresse. Elles veulent quand même visiter, ce qui se comprend, et pas toujours d'ailleurs, hein. Et parfois, il y a tout qui se fait à distance et Mmh. même pas de visite, et voilà. Mais quand elles veulent visiter, bah, comme ça, voilà, je dérange le moins possible mes locataires. Mais concrètement, c'est eux OK. qui font les visites. Et du coup, mon frère, il se déplace juste pour état des lieux de sortie et une demi-heure plus tard, état des lieux d'entrée. Et voilà. Mmh, OK. Ouais, donc du coup, finalement, tu vis bien la gestion, tu vois? Parce que Ouais. moi, je sais que, tu vois, j'ai que 3 biens. Je sais que moi, la gestion, ça me gave, en fait. Et moi, si j'étais toi, je me pose vraiment la question, enfin, je sais pas si tu t'es déjà posé. A priori, non, parce que du coup, la gestion, tu la gères bien et puis ça a pas l'air d'être une très grosse charge mentale. Mais est-ce que tu as déjà pensé, tu vois, peut-être qu'un jour, quand tu seras plus vieux, que ton auras marre de gérer tes biens, je sais pas moi, de tout basculer en SCPI, alors tu auras pas le même rendement, j'imagine, parce que forcément, tu pas créé de valeur, tu pas fait du rendement entrepreneurial et tout, mais tu vois, si aujourd'hui, je sais pas moi, tu vends, tout ton patrimoine immo et que tu rachètes que de la SCPI, est-ce que ça peut te permettre d'avoir, je sais pas moi, une rente intéressante avec zéro gestion? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou Ouais, pas? bien sûr. Alors, j'ai plein de trucs à dire sur le sujet. Euh, mais déjà, un premier truc, c'est que l'argent est fongible. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est de l'argent qui vient du secteur immobilier qu'il doit rester dans le secteur immobilier. Euh, Bien sûr. Ça, c'est un premier truc. Mais surtout, ce que tu décris, donc évidemment, en fait, la consommation du capital immobilier, quelque part, c'est ça, hein. Enfin, c'est transformer de l'immobilier physique en placement financier qui sera ensuite mangé petit à petit bah, pour financer le train de vie. Mais c'est bien basé là-dessus. Et finalement, c'est pas atypique, c'est classique dans un développement patrimonial de voir une personne qui, dans la vingtaine, la trentaine, s'endette, fait grossir son patrimoine immobilier, et plutôt dans la quarante, cinquantaine, voire soixantaine, en a un peu marre, etc. Et pour différentes raisons, se met à vendre ses biens. Et donc les transforme du coup plutôt en placement financier qui peuvent prendre voilà, telle ou telle Diverses forme. formes. Euh, voilà. Et du coup, moi, c'est bien ce qui est prévu depuis le départ. Pour le moment, comme on l'a dit, j'en ai pas besoin pour vivre, donc je suis pas pressé de vendre. Les calculs sont faits évidemment, rassure-toi, constamment sur mes biens, et je sais en fait parce que au bout d'un certain temps, il faut le dire à nos auditeurs, au bout d'un certain temps, c'est intéressant juste mathématiquement de vendre, parce que ton bien tu l'as Mmh. remboursé chaque mois. Il y a ce qu'on appelle le rapport loan to value, donc le crédit restant dû divisé par la valeur nette, enfin par la Mmh. valeur du bien. Et quand ce rapport loan to value diminue en dessous de, selon les biens, 60%, 50%, 40%, ça devient juste mathématiquement intéressant de le vendre pour placer, par exemple en bourse, le Mmh. produit de la vente, et ça te rapportera plus que le cash flow net.
Bien sûr. du bien. Ou refaire un projet IMO et refaire du levier. Ou refaire un projet IMO si tu veux continuer à grossir, effectivement, et si la banque te suit, etc. Donc moi, clairement, voilà, je suis passé. C'est plus mon truc. Moi, c'est plus effectivement aller vers plus de passivité, vendre, parce que la gestion, je te dis, effectivement, on a automatisé un maximum de choses, etc. Mais si on n'avait pas à la faire, oui, ce serait encore mieux. Et de fait, on a ce luxe de pouvoir clairement envisager de vendre progressivement quand même nos biens. Parce qu'il y a des biens sur lesquels nous, on n'a vraiment du coup pas visé en particulier des biens ce qu'on appelle patrimoniaux qui vont prendre de la valeur. Donc clairement, on a des biens, si on les vendait aujourd'hui, on pourrait rembourser le crédit et ce serait à peu près tout, quoi. Donc bon, c'est pas non plus l'objectif. Surtout en plus sur des biens qui quand même ont des cash flows intéressants et des rentabilités intéressantes. Donc on a quand même envie de les garder un petit peu. Mais pas ad vitam aeternam, clairement, quoi. Et donc, pour te répondre sur le côté SCPI, moi, la bascule, je l'envisage beaucoup plus sur la bourse. Déjà, remplir mon PEA, le PEA de ma femme, mon PEA PME, le PEA PME de ma femme. Voilà, 450 000. Donc, il y a déjà un bon déjà pas mal, bon sujet. Il y a de la marge. Un bon sujet. Moi, je trouve que c'est plus optimisé, c'est plus lazy. Enfin, c'est pas plus lazy parce que la SCPI, mais c'est moins axé rente aussi, quoi. Bah, C'est moins axé rente. Non, parce que, encore une fois, c'est un blocage mental. Comme je disais, l'argent, il est fongible. Et pareil, la consommation du capital, moi, ça me fait zéro souci, quoi. Et de me dire que je vais devoir vendre petit à petit mes actions ou autres, pour moi... non, mais c'est vrai que c'est très cohérent avec ta façon de voir les choses sur l'immobilier. C'est vrai que moi, je partage pas ça, tu vois. Parce que j'avais fait un épisode, d'ailleurs, avec un gars où, justement, on débattait sur... Alors, pas sur la partie IMO, mais plutôt sur la... On se disait quelle était la meilleure phase de rente entre consommer le capital de tes ETF, vs prendre des actions à dividendes et tu vives sur les dividendes. Lui prenait un peu ce que tu prends toi, plutôt consommer le capital en vendant des ETF, et moi je prenais plutôt les dividendes. Alors attention que les gens ne comprennent pas de travers, je ne dis pas qu'il faut absolument investir en actions dividendes maintenant, je parle vraiment en phase de rente, je ne parle pas en phase de capitalisation. Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi je ne suis pas trop à l'aise avec la consommation du capital, parce que je me dis, quand le marché monte, c'est très bien. Comme ça fait 15 ans que ça monte, c'est vrai que quand tu fais la règle des 4%, tu restes gagnant. Mais si on a un marché baissier pendant 3 ans, tu vas vendre à perte. Et tu vas certainement pas vendre au meilleur moment. Et moi, c'est juste ça qui me met mal à l'aise dans la partie consommation de capital, surtout dans les marchés financiers. Ouais, mais c'est pareil. Alors, il faut pas que le fait de vendre à perte soit un blocage. Enfin, ça c'est un premier point. Et le deuxième point surtout, c'est que typiquement la règle des 4%. C'est 4% par définition, 4% du patrimoine de départ. Donc si en plus tu as eu un peu de croissance entre temps, ça fait potentiellement moins. Mais toujours est-il que même 4%, ça reste un pourcentage très faible. Donc, enfin, après, je ne sais pas à quel point tu as été creusé dans les papiers qui sont à l'origine de la règle des 4%, etc. Moi, j'ai fait une petite étude un peu approfondie sur les papiers d'origine et sur les papiers qui ont été faits depuis. Et c'est tout le principe justement de se dire quel est ce qu'on appelle le safe withdrawal rate, donc le taux de retrait sécurisé, par rapport au fait qu'on part sur des marchés qui ont une certaine variabilité. Et donc ils ont pris l'historique, etc. Et ils ont dit 4% c'est safe. Alors qu'on sait que le rendement historique... du marché action est plutôt autour de 8-10. Voilà, 8. Pour les actions mondiales, 8,2. Et du coup... 4%, ça prend en compte le fait que même si on tire les mauvaises années, même si on démarre vraiment les très mauvaises années, au pire moment, 4% ça passe. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours pareil, c'est le papier. Après, il y a un aspect qu'on maîtrise moins, c'est la psychologie. Oui, tout à fait. C'est que comment tu fais aujourd'hui, parce que je suis d'accord avec toi, enfin tu vois, moi ces papiers aussi, je les ai lus, je les comprends et tout, je suis d'accord avec ça, mais c'est toujours pareil, en bourse, oui, les marchés font 8-10%, et puis quand tu te prends une baisse de 20%, comment tu réagis ? Avec l'expérience, tu sais, quand tu as un horizon long terme, généralement, il n'y a pas trop de soucis, mais quand tu es en phase de rente et que tu dois vendre, je sais pas, tu vois, moi, j'ai pas encore vécu ce moment-là. J'ai vécu des grosses périodes de volatilité, mais en période comme en ce moment, moi, quand ça prend de moins 20%, je suis plutôt content en général, parce que je renforce. Mais si j'étais en phase de rente, je sais pas comment je réagirais, tu vois. Vraiment, je suis pas sûr d'être... je suis pas sûr de pouvoir tenir psychologiquement. Après, là, on rentre vraiment dans l'autre aspect de la bourse, qui est la psychologie, qui est, ok, les études disent ça, mais si tu as 3 ans de marché baissier, comment tu réagis quand tu dois vendre 4% tous les ans, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et enfin, il y a l'aspect psychologique qui est hyper intéressant, et puis il y a l'aspect aussi, on rentre, on est déjà dans le sujet de la consommation du capital, enfin ouais, de la consommation du capital, enfin de la phase de décumulation, hein, c'est en anglais, mais parce qu'il y a la phase d'accumulation et la phase de Hmm. décumulation. Et je sais plus quel prix Nobel, Sharp, je sais plus, William Sharp, je crois, qui a dit que c'était le sujet le plus difficile de la finance personnelle, c'est comment gérer une Hmm. phase de consommation. Quand on n'est plus dans la phase Consommation, ouais. d'accumulation, finalement, c'est facile, tu fais de l'ETF monde et voilà, ou, enfin, on peut simplifier énormément les choses, Hmm. évidemment, mais c'est entre guillemets facile, alors que la phase de consommation, comment la gérer, etc. Donc c'est un vrai sujet, et voilà. Euh, c'est préambule. Et sinon, sur ce sujet de la psychologie, bah justement, la stratégie de consommation du capital immobilier, elle a, comme on l'a dit, des risques importants par certains aspects, mais du point de vue psychologique et du point de vue voilà, variabilité des marchés, etc., eh bien, elle est beaucoup plus safe, elle est beaucoup plus facilement supportable parce que ben, le marché immobilier, tout simplement, est moins volatile que la bourse. Et tu t'appuies quand même beaucoup plus sur la valorisation immobilière que sur la valorisation boursière, même si tu peux, voilà, si tu dis, Hmm. là, dans 5 ans, je sais que je vais vendre un appart, je vais en tirer 200 000 net, mettons, hein, ce ne sera pas mon cas, mais voilà, 200 000 net, bon, bah, je peux quand même en placer un petit peu en bourse. Et donc, ça peut s'appuyer aussi sur la bourse, cette stratégie-là. Mais très majoritairement, ça s'appuie sur du capital IMO et de la vente de biens immobiliers. Et donc, c'est beaucoup moins volatile. Donc, de ce point de vue-là, c'était peut-être plus facile à vivre. Euh, voilà. Après, par rapport aux 4%, donc c'est pour ça, je te dis, moi j'ai poussé l'étude, c'est intéressant, hein. Il y a des gens qui vraiment bon, déjà qui disent toujours, enfin qui s'intéressent à ce chiffre. Est-ce que 4% c'est bon? Est-ce que c'est plutôt 3,5? Est-ce que c'est plutôt voilà. Donc il y a plein d'études sur Hmm. le sujet, donc tu peux voir un peu les arguments, les contre-arguments, etc. En fonction des marchés que tu étudies, en fonction du pourcentage d'actions et du pourcentage d'obligations, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire à côté, tous les autres paramètres sur lesquels on peut jouer. Et typiquement, il y a parmi les nombreux paramètres qui sont étudiés, voilà, je ne vais pas aller trop loin non plus dans le sujet, mais parmi les nombreux paramètres qui sont étudiés, tu as la variable spending. Donc le fait de dire, OK, bon, je pars sur une idée de consommer 4% de mon patrimoine initial voilà, par an, mais si besoin, si je vois que le marché baisse, etc., je peux varier de 5% ou de 10% mes dépenses. Je peux un peu m'adapter. Et si tu Ouais, peux un peu t'adapter, et ben en fait, ton taux de réussite, il augmente fortement, quoi. et ouais. Donc, Alors ouais, je suis d'accord, mais justement, mais ça c'est quand même complexe. T'imagines, je sais pas moi, l'année prochaine, ok, tac, on prévoit ça, j'ai telle dépense pour la famille. Ah putain, le marché baisse de 20%, bah non, on peut pas se les payer. Enfin, tu vois, c'est quand même, enfin, ça demande effectivement beaucoup de souplesse, tu vois, ou alors d'avoir vraiment un patrimoine suffisamment important pour se le permettre. Mais moi, ça me paraît quand même, tu vois, enfin moi, je sais qu'à titre perso, je suis pas ultra à l'aise. Alors peut-être que je changerai d'avis, hein, je sais pas, mais en tout cas moi aujourd'hui, je suis un petit peu moins à l'aise avec ça, quoi. ouais. En tout cas, à mon sens, ce qui est important, c'est voilà, c'est d'être conscient de toutes ces choses-là, d'être bien informé et ensuite de prendre la décision qui Mm. te va pour toi Ouais, qui est la mieux pour toi, ouais, avec ces complètement. infos-là. Et moi, à 34 ans, quand j'ai fait mes calculs, etc., je savais que je partais sur un truc un peu risqué, etc., mais je savais aussi que j'avais certains filets de sécurité. Et surtout, Mm. je me disais, enfin, je savais que voilà, si je restais 6 mois, 1 an, 2 ans de plus à mon boulot, à épargner comme je faisais énormément, etc., et à voir mes crédits IMO se rembourser, vraiment, ma boule de neige, elle aurait beaucoup plus grossi. Mais j'ai dit non, en Mm. fait, je préfère la liberté dès maintenant. Ça n'a pas de prix, entre guillemets. Enfin, vraiment, j'ai opté, enfin, voilà, j'ai Mm. préféré la liberté à l'argent et je suis parti à 34 ans. Et finalement, derrière, je ne regrette pas. Ça aurait pu mal se passer, hein, mais, Mhm. mais je pense que j'étais très conscient déjà à l'époque de ce dans quoi je m'embarquais et des risques que ça. Et, et, et je pense que voilà, du coup, pour les autres, c'est pareil. À partir du moment où tu es bien informé, bah, tu vas pouvoir prendre la meilleure décision pour toi. Et effectivement, du coup, en fonction, bah, comme tu dis, de ton appétence au risque, de ton appétence au changement éventuellement. Si tu es conscient que potentiellement tu t'engages sur une voie où dans 5 ans tu devras peut-être réduire temporairement de 10%, de 15% tes dépenses sur l'année et que tu dis c'est OK pour moi ou bien non, c'est pas OK pour moi, je veux plus de marge de manœuvre, voilà, du coup tu peux prendre la bonne décision. Mm. Ok Guillaume, bon je pense qu'on va s'arrêter là parce que là ça fait un petit moment qu'on fait le tour. Bon, même si moi je trouve la discussion passionnante, c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus durer plus que d'habitude, mais je te propose qu'on s'arrête là parce qu'on fait quand même un beau tour hein, sur ton parcours et même sur bah, finalement
C'est un sujet que j'aborde pas beaucoup, mais tu vois, cette phase de consommation, cette phase de rente, je sais qu'elle est beaucoup demandée par pas mal de mon audience, donc je trouve que c'est super intéressant qu'on Mm. les creuse aussi. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer, Guillaume, ou nous dire où c'est qu'on peut te retrouver? Oui, bah, dernier mot, profiter de la vie. Mais ouais, pour me retrouver, effectivement, moi je suis connu le- sous le nom de Mes Finances Ma Liberté. Donc sur Instagram, c'est Mes Finances Ma Liberté. Et sur LinkedIn, c'est Guillaume Angot. Voilà, et après, vous aurez d'autres liens pour écouter mes autres podcasts et voir mon site, etc. Super. Écoute, merci beaucoup, Guillaume, c'était vraiment passionnant cet épisode avec toi. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt, Thomas. Et merci encore. J'ai bien apprécié la discussion, moi aussi.